Donc nous invitons Jean Dubos à nous rejoindre. Jean Dubos est fondeur d'art, ancien directeur de la fonderie Coubertin à Saint-Rémy-lès-Chevreuse. La fonderie Coubertin à Saint-Rémy-lès-Chevreuse a réalisé 3 tirages de sauvegarde en 1980-1981 de 3 plâtres entrés au musée Picasso à Paris à l'occasion de la dation Pablo Picasso et dont l'état de conservation avait été jugé à l'époque inquiétant. Et ces 3 tirages, ces 3 plâtres originaux sont 3 sculptures créées à Boisgeloup, donc la tête de femme de 1932, le personnage de 1933 et le buste d'homme barbu de 1933. Exact. Alors, je vais vous parler un peu technique, parler de la technique utilisée justement pour réaliser ces bronzes uniques, en fin de compte, posthumes, donc, qui nous ont été confiés en 1980. Alors, juste un petit rappel technique de l'utilisation de la méthode cire perdue telle qu'elle était faite à la fonderie de Coubertin à cette époque-là, avec une petite série didactique qui explique l'évolution un tout petit peu du passage donc, du plâtre au bronze. Alors on a sur la photo de gauche, on a donc le modèle. Ici c'est une sculpture de Vlérick, puisqu'on n'a pas de photo de l'exécution des pièces de Pablo Picasso. Donc on a le plâtre confié par le sculpteur au fondeur. Ça peut être l'original, ça peut être aussi, au lieu d'être un plâtre, ça peut être des résines, ça peut être des cires, ça peut être du métal, enfin du bois, la pierre. On peut mouler bien sûr à partir de tout maintenant, dans la mesure où on utilise des silicones, les élastomères. Donc sur la partie droite, on voit l'empreinte, on a ce qu'on appelle le maître-moule, qui est réalisé à partir d'élastomères qui est appliqué sur le modèle. Suivant la complexité du modèle, on va faire plusieurs pièces, 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 10 pièces qui vont venir se faire autour du modèle. Cette membrane souple en silicone n'est pas stable au point de vue de la forme, elle est fidèle au point de vue de l'empreinte. Pour la rigidifier, on fait donc à l'extérieur une chape, ici en résine de polyester, ou éventuellement une chape en plâtre. Donc on voit dans l'empreinte qui est à droite le passage éventuellement des broches qui sont déjà prévues, puisque on l'a vu hier, il faut une armature pour faire une sculpture, mais il faut aussi pour faire un bronze, il faut aussi qu'il y ait une armature pour tenir le noyau. Donc dans le creux du moule que l'on a vu précédemment sur l'empreinte, on va d'abord établir une armature métallique qui va être au centre, qui va aller sur les bords et qui va dépasser un petit peu sur les côtés. Et on va couler, en fermant le moule, on va couler ce qu'on appelle un ciment réfractaire fluide qui va remplir le moule. On est ici à cheval entre la technique de la cire perdue traditionnelle et la fonte au sable. Donc on coule un noyau. Ce noyau, une fois tiré d'épaisseur, va venir se remettre dans le moule. On voit qu'il y a une épaisseur sur le côté droit sur la photo de droite de 3-4 mm tout autour donc, du noyau. On ferme le moule et on coule la cire. Donc la cire va venir combler l'espace qui était tiré d'épaisseur. L'élastomère va rendre la fidélité de l'empreinte à la cire et le noyau va éviter le retrait de la cire. Donc il n'y a ici normalement pas de retrait de cire par rapport à l'original. Tout au moins, c'est ce qu'on souhaitait. Ensuite, lorsque le noyau est donc coulé avec la cire, on va donc démouler et on voit apparaître donc la cire. Le noyau est à l'intérieur avec ses broches qui dépassent à l'extérieur, qui vont être le soutien du noyau pendant la coulée. Et c'est à ce stade que le sculpteur ou les ayants droit viennent vérifier si c'est conforme au modèle. Quelques corrections peuvent être apportées par le sculpteur, en général rarement par les ayants droit, puisqu'ils se basent vraiment sur l'original. Et c'est à ce stade qu'on va mettre la signature du sculpteur, le numéro d'épreuve, puisqu'à cette époque, en 80, la numérotation était normale de la mettre, et ensuite le fondeur va apposer son cachet. On ne fond que quand le sculpteur ou les ayants droit
ont donné l'autorisation, ont signé et ont mis le numéro d'épreuve. Le fondeur met son cachet à ce moment-là, et donc il va continuer les opérations de travail en faisant un réseau d'alimentation, ce qu'on appelle artériel, extérieur à la sculpture, qui va permettre au métal d'arriver dans le moule. Il faut raisonner un tout petit peu comme les imprimeurs, on travaille à l'envers. Donc, des canalisations qui permettent le cheminement du métal, des canalisations qui permettent au gaz de s'échapper, donc tous les points hauts, par exemple sur une main, vont être raccordés pour que l'air s'échappe, tous les points bas vont être raccordés pour que la cire s'évacue. Donc il faut combiner tout ça dans le système, et on a une verse centrale où on va verser le métal, et une lanterne qui s'échappe ici par la tête, qui est une lanterne qui permet au gaz des noyaux de s'évacuer. Ensuite, lorsque la cire est alimentée, on va faire soit traditionnellement une potée, un moule de potée réfractaire qui va enrober l'ensemble, ou ici un moule céramique à plusieurs couches, le réfractaire successives. Ça peut durer 3-4 jours pour faire une épaisseur de 4 à 5 mm jusqu'à 4 cm pour les grandes pièces. La pièce est revêtue donc de réfractaire. La couche de contact, en fin de compte, c'est celle qui est la plus importante. On ne la voit pas, mais elle est en contact avec la cire. Il faut qu'elle soit bien faite au départ. Sinon, ça sera au résultat de la coulée qu'on aura des défauts et le manque de fidélité. Ce moule est séché par ventilation, parce qu'on ne peut pas le chauffer, sinon la cire va se dilater et le faire fissurer alors qu'il n'est pas encore très dur. On va ensuite le dessirer. On va monter de 20 degrés à 150 degrés en l'espace de 2 heures à 3 heures. La cire va donc s'évacuer par les points bas qui sont prévus, par les tire-cires, ce qu'on appelle. Et ensuite, on va calciner le moule jusqu'à 750 degrés pendant 3-4 heures, ou jusqu'à 10 ou 20 heures, ou une semaine, suivant l'importance des moules. On coule le métal, qui est un alliage en général quaternaire, c'est-à-dire cuivre, étain, zinc et plomb. Pour la fonderie de Coubertin, c'est 88% de cuivre, 4 d'étain, 7 de zinc et 1 de plomb. On fond le métal, on vient le verser à la place donc de la verse où la cire est partie. Il va donc remplir le moule, on décoche, on casse le moule complètement, et on voit apparaître en bronze ce qui était en cire. Vous vous rappelez avec toutes les canalisations, donc là on a sur la photo de droite, brut de coulée, on décoche, on retrouve la verse, on retrouve les broches, on retrouve les évents et les tire-cires. Voilà. Donc ça, c'est l'opération qui va permettre ensuite au ciseleur d'intervenir. On va retirer le noyau qui est à l'intérieur, on va retirer les armatures, on va couper les jets d'alimentation à quelques millimètres de la surface, de façon que le ciseleur ait de la matière pour travailler et faire les réparures, comme on appelle. Et donc on a un bronze, après, qui est livré, ou est présenté tout au moins au sculpteur ou aux ayants droit, brut de ciselure. Là, quelques corrections peuvent être apportées s'il y a une différence avec le modèle, éventuellement. Mais le ciseleur doit se conformer au modèle qui est à côté de lui en général. Et puis la dernière étape est une étape donc de finition qui se discute souvent avec le sculpteur assez longtemps. C'est la patine, qui va être donc une réaction chimique faite par des sels métalliques à chaud, souvent, sur le bronze, de façon à donner une coloration qui va permettre une lecture harmonieuse de la pièce, suivant le goût du sculpteur, ou des ayants droit, ou des musées, bien sûr, ça dépend avec qui on travaille. Voilà, donc ça c'était un aperçu de la technique qui a été utilisée quand on a fait les 3 bronzes de Pablo Picasso. Là, juste une petite ambiance de coulée pour faire voir qu'il fait chaud quand on coule quand même, quoi. Donc là, vous avez donc la fusion du métal par un four basculant à gaz qui permet de fondre entre 150 et 600 kg, qui est versé dans une poche de transfert qui va être amenée au-dessus du moule. Et puis en bas à droite, vous avez la grosse coulée, la plus grosse que l'on ait faite, c'est la coulée de la porte de l'enfer de Rodin, avec 10 tonnes de métal. Donc c'est des fours différents, mais enfin le principe est le même. Sauf qu'il y a un peu plus de temps à passer pour l'exécution. Alors, le 18 décembre 1980, on réceptionne donc les 3 plâtres originaux qui nous sont confiés.
il ne faut pas les détruire, il ne faut pas les couper. C'est bien précisé dans le contrat signé qu'on doit donc restituer les bronzes, les plâtres et détruire les moules. C'est la seule fois dans mon existence de fondeur où j'ai eu cette opération à faire, mais c'était comme ça. Donc on a respecté donc, ce qui était demandé. Donc on a donc tête de femme, dont les numéros ont changé pendant l'année 80, puisqu'ils ont été inventoriés différemment, mais c'était donc la tête de femme MP 1980-111, personnage MP 1980-112, MP 1980-113, buste d'homme barbu. Alors, tous ces plâtres, ces 3 plâtres ont été faits, comme vous l'avez dit, à Boisgelou, c'est ça? Oui. Voilà. Et donc, je réceptionne moi-même, là, donc, le 18 décembre 1980, les plâtres. Alors voilà les plâtres qui nous sont confiés. Et c'est vrai qu'ils étaient un petit peu vétustes, ils risquaient. Donc c'était des bronzes de sauvegarde qu'il fallait faire, mais il fallait quand même restituer l'original intact. Et je crois qu'ils y sont encore, d'ailleurs, vous devez les avoir. Et donc on a respecté notre contrat. Donc, tête de femme, personnage, buste d'homme. Beaucoup. Alors, tête de femme, c'est plutôt un rond de bosse, bas-relief rond de bosse, hein, mais un haut bas-relief sur les profondeurs. L'arrière est vide. Par contre, le personnage, là, est très complexe, avec des contre-dépouilles importantes. Il est modelé donc face et arrière. Et le personnage barbu aussi est relativement complexe au point de vue du moulage, hein, puisqu'il ne fallait pas faire de découpe. Donc il faut faire des moules relativement précis et démoulables. Donc ici on voit les moules qui ont servi donc à faire tout le processus que vous avez vu au départ. D'abord donc un noyau, ensuite la cire, et ainsi de suite, et coulé. Là, ils sont présentés, là, je crois que c'est au Palais de Tokyo, puisque c'est juste avant leur destruction. Hein. Et ici, vous avez les bronzes exécutés. Tête de femme, personnage, buste d'homme barbu, patine relativement foncée, hein, mais c'était le souhait à l'époque. On était suivi par Dominique Bozo, pour ceux qui l'ont connu, qui était à Beaubourg et qui avait commencé à organiser le musée Picasso au Palais de Tokyo, et de Claude Picasso, hein, qui est venu à la fonderie plusieurs fois pour suivre les opérations. Alors les inscriptions qui figurent donc sur chaque épreuve en bronze ont été gravées dans la cire. Alors on a Copérac, succession Picasso, le cachet de la fonderie que l'on voit à droite, et MNP, épreuve unique. Alors MNP, maintenant vous avez supprimé le N, parce que c'était Musée National Picasso. Non, maintenant on est MNPP. MNPP, ah bah alors, je ne suis pas à jour. Paris. Voilà, bon bah alors donc épreuve unique. Donc ça c'est gravé dans la cire. Donc c'est intéressant de voir épreuve unique, hein, ça c'est ce qui prouve que ça a été fait donc qu'une seule fois. Ensuite, en mai 1982, c'est la destruction en fin de compte des moules. Vous voyez que je suis un peu plus barbu, un peu plus chevelu à l'époque, hein, mais bon, ça c'est l'âge, l'expérience, on dira. Et donc, suivi par Claude Picasso, par moi-même, bon, il y a les fautes d'orthographe, mais ça c'est par Paloma Picasso, par Bernard Picasso et Dominique Bozo, et tout le personnel, en fin de compte, du musée Picasso de l'époque, qui était là à surveiller ma découpe, donc des élastomères et des polyesters. Ça fait un pincement au cœur de faire ça. On n'est pas habitué en tant que fondeur de détruire le travail que l'on a fait. Mais bon, ça faisait partie du contrat et donc on l'a respecté. Hein. Tout ça en accord, bien sûr, avec les ayants droit, quoi. La succession Picasso, il y avait donc 3 partenaires, la fonderie Coubertin, la succession Picasso et le musée Picasso. Hein. Donc on s'était mis d'accord pour exécuter. Voilà, donc destruction des moules.
Alors, c'est vrai que pour un fondeur, il n'est pas fréquent de fondre qu'une épreuve unique. Ça arrive, mais enfin, c'est pas fréquent. En général, la continuité d'une édition complète d'une œuvre posthume est courante. Cela dépend des ayants droit. Ici, la succession Picasso et le musée Picasso ont convenu ensemble, devant la fragilité des plates, de faire une épreuve unique de préservation de bronze ou de sauvegarde, comme vous dites. La fonderie de Coubertin en a assumé la réalisation dans le respect des œuvres originales, qui ont été restituées intactes et sans dégradation. Toutes les opérations de réalisation ont été suivies par la succession Picasso et le musée Picasso. Cette démarche est exemplaire et ne peut être contestée. La destruction des moules a été constatée par les 3 parties et consignée dans un reportage photographique. Il faudra attendre, après 1993, l'établissement du code de déontologie des fondeurs d'art pour que la numérotation et les inscriptions sur les bronzes soient plus réglementées et unifiées entre sculpteurs, ayants droit et fondeurs. Le fondeur devant maintenant, normalement, ajouter à son cachet le millésime de la coulée, de l'année de la coulée. Ce qui donc prouve que les fontes sont posthumes, si elles sont posthumes, ou du vivant du sculpteur. Donc il n'y a plus d'équivoque normalement sur les fontes posthumes quand elles sont faites maintenant, dans la mesure où on met la date, le millésime de l'année avec le cachet du fondeur. C'est pas normalement, on le met sur le cachet du fondeur, on ne le met pas sur le bronze lui-même. Enfin, nous, on le met sur le cachet. On rajoute sur le cachet une estampille de l'année. Je conclus. Alors, donc le code de déontologie, je ne vais pas vous le lire, mais enfin, donc, il a été établi donc, en 1993, donc quelques années après, mais il réglemente un petit peu les inscriptions faites sur les bronzes. On trouvait des bronzes marqués HC, hors commerce, des bronzes 00, des bronzes... Enfin bon, il y avait tout. Alors maintenant, normalement, la numérotation, en France tout au moins, c'est épreuve d'artiste, il y en a 4 en chiffres romains, et les épreuves d'édition 1 sur 8 en chiffres arabes, jusqu'à 8 sur 8. Donc ça fait 8 plus 4, 12 épreuves en général pour l'édition d'un bronze de fonderie. Voilà. Donc, et puis c'était signé à l'époque, on ne pourrait peut-être plus le faire maintenant parce que c'était signé par les galeries d'art, c'était signé par les syndicats des fondeurs, le syndicat des sculpteurs, et qu'est-ce que j'ai oublié ? Et les commissaires-priseurs. Bon. Donc, aux fonderies, bien sûr, de l'appliquer. Il n'y a pas de loi qui régisse, en fin de compte, ce code de déontologie. Voilà, mais écoutez, je vous remercie de votre attention. Merci Jean Dubos donc, de nous avoir rappelé le processus technique de la fabrication des fontes à la cire perdue. Et effectivement, il s'agissait, dans le cas du musée Picasso, d'une épreuve unique qui était un tirage de sauvegarde voulu par le musée pour préserver le plâtre et qui n'était pas du tout destiné à une édition. Est-ce que vous avez des questions ? Question. Oui. J'ai une question pour Jean Dubos, qui est un collègue, comme certains de vous peuvent le savoir. Je suis également fondeur d'art. Est-ce que vous diriez, Jean Dubos, que il y a eu une amélioration des techniques, que les bronzes actuels seraient plutôt plus fidèles au modèle ? Et est-ce que vous diriez que les techniques utilisées dans les fonderies préservent mieux les modèles que les techniques anciennes ? Je fais surtout référence, par exemple, à la fonte au sable, qui est assez brutale pour les modèles, puisqu'il faut tasser le sable sur le modèle avec des battoirs en bois, et la technique de fonte à la cire perdue, avec la gélatine, qui encrassait les modèles et qui finissait par émousser les surfaces, alors qu'aujourd'hui, nous n'aurions peut-être pas ces inconvénients. Ouais. Voilà, je fais un peu la réponse en même temps, excusez-moi. Je comprends, oui, parce que tu as les réponses, mais je comprends ta question. Et est-ce que les bronzes sont meilleurs maintenant qu'à l'époque ? Je dirais que quand on voit les bronzes de Valsvani, on reste toujours stupéfait de la qualité de la prise d'empreinte. Il coulait bien sûr de la gélatine, mais en général, il ne travaillait pas sur l'original. Il travaillait sur un plâtre de travail qui était confié au fondeur. On ne confiait jamais un original au fondeur. Ça passait d'abord par un mouleur qui faisait une réplique en plâtre,
qui était confiée au fondeur. Donc pour la fonte au sable, bien sûr, on balsame, mais sur une épreuve de travail. Et quand il y a trop de couture sur une fonte au sable, on refait un tirage dans le maître moule, qui était en général un moule à pièces, en plâtre, comme au musée Rodin, ils en ont pas mal, au musée Bourdelle, et on reconfiait au fondeur donc un deuxième plâtre, éventuellement, si le premier était abîmé. Parce que depuis l'apparition des élastomères, qui donnent une fidélité remarquable au point de vue de la prise d'empreinte, il est certain qu'on confie maintenant au fondeur. On passe presque plus par des mouleurs extérieurs. La fonderie elle-même fait son propre moulage, souvent. Et à partir des élastomères, on peut mouler sur du carton, on peut mouler sur de la cire, on peut mouler sur du bois, sur des plastiques, sans abîmer, dans la mesure où c'est à froid. Alors que la gélatine, il fallait la couler à chaud sur un plâtre. Donc il fallait isoler le plâtre avec une gomme laque, et de façon à ce qu'il soit bien étuvé quand même pour pas qu'il y ait d'humidité quand on coule la gélatine. Et donc il y avait bien sûr des risques, mais en général c'était sur des plâtres de travail. C'était pas sur des plâtres d'atelier et de travail pour le fondeur. C'était pas sur les originaux. Alors que maintenant, on a passé l'étape. L'étape, comme là, on a travaillé sur les originaux. Donc, c'était un risque à courir, bien sûr, mais il avait été proposé, d'ailleurs, par une fonderie concurrente à l'époque, qui existe toujours, qui est présente ici, d'ailleurs. Mais eux, ils voulaient couper le modèle, parce qu'ils jugeaient... Oui, à l'époque, ils voulaient couper le modèle à certains endroits, tout au moins. Ils avaient inquiété la direction des musées en disant, si on moule, on risque de le casser. Ce qui était possible. Parce qu'ils n'utilisaient pas encore les élastomères à cette époque-là. Alors que nous, on les avait déjà depuis 1963. Voilà, c'est pour ça. Oui, donc une amélioration nette au point de vue résultat de faire une cire, par exemple. Après, pour la technique de réalisation d'un bronze, la technique de la potée dessus, suivant les plâtres ou suivant ce qu'on utilise, ça après, et la céramique, des fois, on fait nous des choses en céramique, mais la qualité des fois des Valsony est des fois supérieure. Je fais des expérimentations à l'heure actuelle avec des anciennes techniques anciennes, et j'arrive à des résultats de prise d'empreinte comme on a sur des bronzes. Pardon. Une dernière question peut-être. Diana a une question. Est-ce que vous aviez, à l'époque de la réalisation de ces fontes posthumes, pensé à faire appel à Antoine Tambureau, l'ancien directeur technique de la fonderie Valsony, qui, à ma connaissance, était encore vivant? Il nous a rencontrés une fois, parce qu'il était parti un peu dépité de chez la fonderie Valsony. Il avait été renvoyé quand la fonderie était vendue. Et donc, il était venu nous voir, et quand il avait vu notre activité, il avait dit « ça va, je suis rassuré ». Mais il avait émis certaines recommandations. Non, mais c'était un homme remarquable, une très grande professionnalité, et il avait des hommes autour de lui aussi très compétents. On m'a fait remarquer hier des qualités de bronze de Valsony. On dit qu'ils avaient un secret. Non, leur secret, c'était qu'ils avaient des bons professionnels, très bons professionnels. Une question de Laurent Lebon. Oui, je m'étais juré de ne pas intervenir dans ce colloque, mais cette intervention me pousse quand même à poser une question à l'Assemblée. J'avoue que quand j'ai pris mes fonctions au musée, que j'ai découvert ces 3 tirages, j'ai été un petit peu intrigué, quoi, voilà, pour le dire simplement. Et donc, comme je n'étais pas là en 1980, je profite de la noble Assemblée pour poser une petite salve de questions. Alors, je ne sais pas si quelqu'un veut s'exprimer, mais d'abord, pour celles et ceux qui étaient là en 1980, est-ce que quelqu'un peut raconter le contexte, c'est-à-dire pourquoi on a choisi ces 3 plâtres et pas d'autres, pourquoi avoir décidé de les faire rentrer dans les inventaires du musée, alors que, si j'ai bien compris, on pensait donc qu'ils n'étaient pas en excellent état, et donc faire un tirage en bronze. La deuxième question, qui est peut-être plus s'il y a des représentants de la succession dans la salle, est-ce qu'il existe d'autres exemples qui ont été faits mais qui ne seraient pas liés au musée? Et puis, plus largement, est-ce que, pour les représentants d'institutions dans la salle, est-ce que vous avez connaissance d'exemples qui ne seraient pas liés à Picasso, du même type? Parce que je trouve que, pour moi, c'est un cas un peu complexe et qui me pose beaucoup de questions, quoi, voilà. Bien sûr, très différent, je pense, à la problématique qu'a gérée Catherine Chevillot au quotidien dans son musée, puisque là, on rentre dans l'idée de quelque chose qui est cadré, comme vous l'avez rappelé, notamment puisque vous-même, vous avez réalisé tirage de porte de l'enfer. Mais là, pour moi, c'est un processus que j'arrive pas totalement à expliquer. Comme on a la chance d'avoir des témoins de l'époque, je voudrais comprendre, quoi, voilà.
Quelqu'un veut-il réagir? Oui. C'est une anecdote. Carmen Jiménez. En 85, quand mon obsession quand j'ai pris ce poste au ministère de la Culture, au premier ministère de la Culture en Espagne avec Javier Solana, que j'ai récupéré la fameuse femme au vase. On a organisé une exposition. L'esquisse, c'était une exposition de sculpture 1900-1936, et donc j'ai demandé d'autres sculptures, et donc la MP 295 est venue dans mon exposition. Voilà, c'était et moi j'étais présente quand tout ça s'est arrivé, et Dominique Bozzo m'expliquait, me montrait. Alors ça m'a beaucoup rappelé ce moment, parce que cette sculpture aussi était pour moi très étrange. Donc c'était fait après la mort de Picasso. Mais elle était très belle. Je m'en souviens. Je ne lance pas de débat esthétique, mais parce que je crois que c'était très convaincant d'expliquer. Et puis voilà, puis à la suite de l'exposition de Diana, on comprend bien aussi évidemment qu'est-ce qu'il pouvait y avoir en tête, puisque Picasso lui-même a pratiqué cela. Mais est-ce qu'on peut, enfin je sais pas si quelqu'un veut s'exprimer. Moi, Hubert Lacroix. Je suis relativement proche de la fondation de Giacometti. Et l'œuvre de Giacometti comporte beaucoup de plâtres qui sont extrêmement fragiles, et il serait bénéfique pour la diffusion de l'œuvre, peut-être, de faire quelques fonds posthumes. Parce que, vous voyez, Madame a pu emprunter un bronze pour une exposition en Espagne, elle n'aurait pas pu emprunter le plâtre. Je comprends tout à fait la finalité, mais ce que je comprends mal, c'est le passage de l'inventaire dans la succession où grosso modo tout était possible. Comment 3 plâtres fragiles ont pu être choisis et rentrer dans ce processus. C'est ça, moi, la problématique que je comprends pas. Je crois que Madame Pio a peut-être la réponse. Voilà. Je pense que quand Dominique Bozzo a choisi ses plâtres, il n'avait pas perçu sur le moment la fragilité de ces 3 plâtres. Et je pense que, et apparemment, il n'était pas fragile, il n'était pas plus fragile que d'autres. François Bellet pourrait témoigner aussi. Mais c'est après coup qu'il a dû se rendre compte de la fragilité de ces plâtres, d'où les faire tirer en bronze. Et c'est là où et donc à ce moment, il s'est rapproché de la succession pour convaincre la succession. Christine Pinault aimerait prendre la parole. Si on peut apporter un micro à Christine et François. Bon, juste en attendant, je sais que les plâtres avaient été mis en, comment on appelle ça, en ils avaient été retirés de toute attribution. On ne savait pas. Ces 3 plâtres. Non, voilà. tous les plâtres. Tous les plâtres. Tous les plâtres. Et il y avait eu un examen de médecine. Un spécialiste était venu voir Michel Bourbon. Qui est venu voir ces plâtres, et il y a dû y avoir un résultat. Mais à un moment donné, tout a été stoppé. Parce qu'il était envisagé la possibilité peut-être de finir les tirages. Il fallait se poser la question de savoir qu'est-ce qu'allait devenir. Et bon, les héritiers sont arrivés à un accord. Mais il y a eu à un moment donné une suspension de tous les plâtres. Voilà. Donc on a dû bien étudier. Et le musée a choisi ses plâtres pour le musée, et en fonction de, je pense... En connaissance de cause. Il y avait connaissance de cause. Ouais. D'accord. Mais c'est à la demande des musées nationaux que la démarche est venue, qui ont fait appel, c'était M. Landais, à cette époque-là, qui ont fait appel après à la succession pour savoir si ils autorisaient ce tirage de sauvegarde, quoi. Donc, c'est un fait unique, hein. Nous on n'en a pas fait d'autres après. Pour un fondeur, c'est pas bon. Rassurez-nous, au musée Picasso, ces plâtres vont bien? Ces plâtres vont bien. On a nos restauratrices plâtres qui sont à la salle.
peut-être s'exprimer sur l'état de conservation des plâtres. Alors, Christine Pinault aimerait parler. Je vais vous apporter peut-être une réponse un peu juridique, en fin de compte. Dès lors que Bozo et toute l'équipe avaient décidé qu'il y avait certains plâtres qui méritaient d'être sauvegardés sous forme de bronze, il faut évidemment l'obligation des ayants droit. C'est la loi. Donc la famille a décidé d'autoriser ces quelques tirages on dit posthumes, mais moi je trouve que le mot posthume est toujours péjoratif, des tirages en bronze. Quand on dit posthume, j'ai l'impression que c'est moins bien qu'un tirage ancien, ce n'est pas exact. Donc ils ont accepté ces 3 tirages uniques, ils ont été intégrés dans la collection du musée parce que ça faisait partie de l'ensemble de la dation. Vous savez que la dation est le moyen de payer les droits de succession en œuvre d'art. Laurent Lebrun posait la question de savoir s'il y avait d'autres tirages posthumes. Il existe des agrandissements qui ont été faits après le décès de Picasso, surtout des œuvres de la fin, des tôles qui ont été agrandies. Voilà, il n'y a pas grand-chose en fait. C'est très, très, très marginal. Merci Christine pour cet éclaircissement. Laurent reprend la parole. Merci en tout cas pour ces éclaircissements, parce que pour moi, je trouve que c'est un cas très intéressant. En tout cas, je ne sais pas du tout comment Dominique était à l'époque, mais en tout cas, entre ce qu'a dit Christine Pinault et François Bellet, ce n'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que ce n'est pas exactement la même chose de savoir, de découvrir après la dation que les plâtres étaient en mauvais état et donc de se rapprocher de la famille qui, comme l'a rappelé très justement Christine Pinault, donne son aval, bien évidemment, et donc pour un tirage unique, que de le savoir en connaissance de cause, où là, il y a le côté... mais on sait très bien, on est beaucoup de conservateurs dans cette salle, on est sans doute probablement des artistes frustrés, et c'est un petit peu le débat qu'a lancé Peter Reed hier, mais c'est pas aller plus loin sur l'agrandissement du monument Apollinaire. On est tous un petit peu démiurges potentiels, et je pense que peut-être que c'était aussi pour ça que je voulais lancer le débat, c'est savoir si Dominique Bozo ne s'est pas dit à un moment, tiens, Picasso ne l'a pas fait, je le fais, quoi. Voilà. Et donc voilà, mais c'est une question qui restera, mais c'est vrai que, évidemment, je suis d'accord avec Christine Pinault, il n'y a pas de dévalorisation, mais en tout cas, Picasso n'avait pas pris la décision de le faire de son vivant, et on l'a vu dans la brillante démonstration de Diana et d'autres, un plâtre n'est pas un bronze, si je peux le dire très rapidement, et donc du coup, moi, quand on prend avec l'équipe décision d'exposer ou de prêter ces tirages, je pense qu'on ne le fait pas exactement avec la même acceptation, mais c'est valable pour beaucoup de choses, mais je pense que c'est intéressant d'avoir ce petit éclairage. Je pense qu'on va continuer à réfléchir. Merci beaucoup Jean Dubos, merci à tout le monde.